Déjà, c'est un terrain qui est relativement vierge parce que c'est toute la partie désertique du septentrion malien. Donc c'est un paysage aussi constitué de grottes, de canyons, de couloirs dunaires aussi. Donc c'est un lieu de refuge dont il sera difficile de les en déloger. D'autant plus que le noyau dur de la nébuleuse djihadiste, c'est quand même des gens qui ont fait le coup de feu en Afghanistan contre l'Union soviétique, ils ont fait le coup de feu aussi dans les maquis kabyles. Donc ils ont une expérience importante de pratique et de technique de guérilla, d'une part, et d'autre part, ce sont des gens quand même assez fanatisés, donc ils sont susceptibles d'aller jusqu'au bout, comme on l'a vu d'ailleurs à Diabali. En tout cas, les objectifs du MIA sont ceux-ci, puisqu'ils se présentent comme étant la proposition qu'ils font, c'est de lutter contre le terrorisme, c'est le terme qu'ils utilisent, en conséquence de quoi ils apparaissent comme un groupe respectable et honorable avec lesquels on peut discuter, puisqu'ils proposent leurs services justement pour apparaître comme un groupe susceptible de négocier. Le problème étant le suivant, c'est qu'on ignore qu'est-ce qu'ils représentent quantitativement. Est-ce qu'ils sont 30, est-ce qu'ils sont 300, etc. Donc pour le moment, c'est plutôt une déclaration d'intention qu'autre chose. Ce qui me paraît important, c'est que ce mouvement a été créé par El Rabah Saguintala, qui est le fils du chef de la chefferie des Iphoras actuelle, et que probablement, j'insiste sur le probablement parce que je n'ai pas d'éléments pour me permettre de l'affirmer, que la chefferie des Ioulimeden, cette grande chefferie des Touaregs Ioulimeden de la région de Ménaka, qui avait rallié Ansar ed-Din pour se démarquer du MNLA, considérant que le MNLA les avait trahis, probablement seront sur les mêmes positions que le mouvement islamique de l'Azawad. Une troisième remarque, c'est qu'on fait référence quand même à l'islam, puisque c'est le mouvement islamique de l'Azawad. Donc il y a encore deux ambiguïtés, le recours et la référence à l'islamisme, pas à l'islam, et puis l'Azawad qui est considéré quand même comme étant un territoire revendiqué et indépendant par le MNLA. Donc il y a toute une série d'ambiguïtés qui pourraient être levées si effectivement il y avait possibilité de dialoguer avec ce mouvement. Non, à mon avis, c'est une fuite en avant terminologique et politique. L'autonomie du Nord n'est revendiquée que par le seul MNLA, lequel MNLA lui-même s'est autoproclamé et ne représente que lui-même, puisque sur le plan politique, diplomatique et militaire, il ne représente plus grand-chose. Donc la majorité des populations du septentrion, qui quand même sont essentiellement représentées par les Songhai, les Maures, les Arabes et puis aussi les Bozos, ne sont pas du tout sur les positions ni de l'indépendance ni de l'autonomie. Par ailleurs, s'il y a autonomie, ça ne peut être que le résultat d'élections qui iraient dans le sens de l'autodétermination, et qui poserait le problème de est-ce que l'autonomie ne devrait être accordée qu'au seul septentrion malien. Si tel était le cas, ce serait parfaitement discriminatoire et porteur probablement d'affrontements violents, parce que dans sa majorité, le peuple malien n'est pas du tout sur les positions de l'autonomie. En tout cas, c'est un élément qu'il faut prendre absolument en compte. Vous avez tout le site de Taoudenni qui se trouve à cheval sur la Mauritanie, le Mali et puis l'Algérie, qui recèle des gisements de pétrole et surtout de gaz particulièrement prometteurs. Pour le moment, c'est surtout des permis de recherche qui ont été délivrés. Il n'y a pas encore d'exploitation. Gisement d'uranium aussi dans l'Adar. Et la situation de ce gisement d'uranium dans l'Adar, c'est le filon de l'uranium d'Areva, Imouraren et Arlit. Donc il y a quand même des enjeux aussi là-dessus, même si le discours officiel, qui est un discours classique, on intervient au nom de l'humanitaire et au nom du fait que c'est un pays ami. Je ne connais pas d'États qui n'ont pas d'intérêt économique. Et là, dans ce cas-là, je pense qu'effectivement, il y a aussi des intérêts économiques à défendre, d'autant qu'il y a du manganèse, il y a du phosphate, il y a de la bauxite, il y a de l'or, puisque le Mali est troisième producteur d'or du continent africain. Il semblerait aussi qu'il y ait des diamants. Donc il y a, de mon point de vue, en tout cas, des enjeux sur les ressources extractives, d'où le fait que l'on peut penser qu'il y a une sorte de guerre, entre guillemets, de positionnement. Et à cette guerre de positionnement, pour aller contrôler au moment de l'exploitation, il faut des groupes sociaux ou des sociétés relais. Et c'est un petit peu la situation qui prévaut actuellement dans le septentrion malien. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que oui.
D'autant qu'il y a une montée quand même importante non pas de l'islamisme politique, mais du djihadisme et du salafisme djihadiste, notamment incarné par ce nouveau mouvement qui est Ansar al-Sharia. Et puis par ailleurs, vous connaissez la situation en Libye, il n'y a plus d'autorité centrale. Donc en conséquence de quoi, le trafic d'armes va continuer à exister entre la Libye et puis le Mali. Je voudrais répondre un peu indirectement, vous prolonger la réponse que je vous ai faite tout à l'heure à propos des industries extractives et les interventions étrangères. Quand il y a eu l'intervention militaire, d'abord franco-britannique, puis celle de l'OTAN en Libye, le président du Conseil national de transition à l'époque avait promis 30% des contrats pétroliers. C'est vous dire que l'intervention n'était pas gratuite. Alors j'ai annoncé ça à la faveur d'un colloque au CERI, et il y a un collègue libyen qui s'est levé, qui m'a dit non monsieur, vous vous trompez, c'est pas 30%, c'est 35%. Voilà pour la petite anecdote. Donc manifestement, si vous voyez tout l'arc sahélien, où il y a pratiquement partout des groupes djihadistes, ça recouvre aussi des endroits où il y a des ressources énergétiques importantes. En termes de causalité lointaine, oui, mais c'est pas uniquement le Mali, c'est l'ensemble des pays du continent africain qui ont été soumis au plan d'ajustement structurel, dont les effets se sont particulièrement exercés sur la santé et sur l'école. En conséquence de quoi, plus rajouter à ça la dévaluation du franc CFA. Donc si vous conjuguez dévaluation du franc CFA, conditionnalité imposée par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale, ça crée des conditions d'un non-développement et de rapport de domination de l'Occident sur ces pays-là. Oui, je pense que ça joue un rôle dont les effets encore se font sentir d'une manière peut-être moins voyante et moins virulente que lors des applications. Mais encore actuellement, moi je pense, peut-être à tort, que le Mali est sous tutelle. C'était peut-être pas la même tutelle que celle qui prévalait il y a 20 ans, mais il est sous tutelle des organisations régionales, telles que la CEDEAO, telles que l'ONU. Pratiquement, il n'y a pas de marge de manœuvre possible de la part des autorités politiques maliennes qui existent au pluriel, puisque, de mon point de vue, il n'y en a pas qu'une seule. Alors, le Haut Conseil islamique du Mali, qui est dirigé par M. Dicko, qui est un wahhabite, a fait une conférence de presse récemment, ça veut dire il y a à peu près une semaine, où il a insisté sur le fait qu'il a exprimé son désaccord sur les méthodes utilisées par les djihadistes du Nord, sur les conditions d'application de la charia. Donc il a pris ses distances d'une manière assez ferme, en tout cas au niveau des propos, alors qu'il fut un temps quand même, on pouvait penser qu'il flirtait avec ces groupes djihadistes, ce qui ne serait plus le cas. Il y a un autre élément qui est important. À la faveur d'une manifestation qu'il y a eu à Bamako il y a maintenant 2 ou 3 mois, le shérif de Nioro avait ses représentants dans cette manifestation, et c'est à cette faveur-là qu'il a émis l'hypothèse de la création d'un parti politique islamique. Donc dans ce contexte-là, si toutefois il y avait des élections, comme habituellement, selon l'expression consacrée, libre, transparente et encore quelque chose d'autre derrière, c'est pas du tout impossible que si ce parti se créait, il récolterait un nombre de voix probablement important. L'Algérie fait la cible de critiques quasiment systématiques du côté des autorités et du peuple malien. Les attaques consistent à dire que tout ce qui se passe au septentrion malien, c'est de la faute de l'Algérie, que l'Algérie a envoyé le reliquat du démantèlement du groupe salafiste pour la prédication et le combat, qu'ils ont envoyé ça dans le septentrion malien pour créer AQMI, et ensuite lequel AQMI s'est sanctuarisé dans la région du Témétrine. Mais ça, c'est pas les autorités algériennes qui prennent cette décision, c'est qu'effectivement, il y a eu des éléments qui sont arrivés là. Ensuite, l'accusation consiste à dire qu'ils ont tendance un peu à manipuler Ansar ad-Din et puis le MNLA pour assurer leur contrôle sur la sous-région, compte tenu du fait qu'ils sont considérés comme étant incontournables dans les enjeux géostratégiques et géopolitiques de la région. Il y a eu ensuite cet attentat kamikaze au site gazier d'In Amenas qui a un peu surpris tout le monde. Donc elle est dans une position délicate. Pourquoi je dis position délicate? Parce que si vous voyez l'Algérie,
À l'est, c'est la Libye, hein, une Libye totalement désorganisée, avec un poids politique important du côté des djihadistes et des salafistes, frontalier également aussi à la Tunisie, où l'islam politique, cette fois-ci, arrive au pouvoir par la voie des urnes, en alliance avec les frères musulmans. Donc il y a quelque chose là qui est un peu inquiétant. En Mauritanie, au Maroc, pardon, c'est un peu la même chose. L'islam politique prend du poids, en tout cas de l'influence sur le roi. Et maintenant, si vous prenez la situation au Mali, cette importance des groupes armés djihadistes dans le septentrion malien, frontalier à l'Algérie, on comprend qu'elle a des craintes dans ce domaine-là. Plus encore la résurgence de ce qui se passe dans certains maquis algériens par les groupes. C'est une des raisons pour lesquelles je considère que le septentrion malien est un petit peu... J'ai recours à cette notion d'oxymore. Le septentrion malien, c'est à la fois le centre et la périphérie, pour déstabiliser. La périphérie par rapport au pouvoir central de Bamako, c'est quand même déstabilisé à partir du septentrion. Et cette périphérie intérieure au Mali devient centre vis-à-vis de l'Algérie. C'est à partir de ce centre-là que le groupe de Mortar Ben Mortar est arrivé in menace. Donc, le septentrion occupe une position géostratégique extrêmement importante. Si vous faites le lien avec cette position et puis les ressources extractives prometteuses, on comprend qu'il y a de sérieux enjeux sous-jacents. Je crois que c'est prématuré de parler de structuration au sens où il y aurait des liens organiques entre ces différentes sectes. Bon, je crois que secte, on peut l'utiliser pour caractériser Boko Haram. C'est un peu prématuré, mais en tout état de cause, on sait qu'il y a des éléments, qu'il y avait des éléments de Boko Haram qui avaient intégré le Mujao. Quant à parler d'international djihadiste au sens institutionnel du terme, structurel du terme, je ne m'aventurerai pas dans ce domaine-là. Mais qu'il y ait des contacts, je crois que c'est incontestable.